Quel est le lien entre ce billet de la Côte d'Ivoire et ce billet du Congo? Ils ne se ressemblent absolument pas, pourtant ils font partie du même système qui lie les deux monnaies à l'euro avec un taux déterminé et géré par le Trésor français. Le franc CFA est donc un enjeu majeur de la politique française. En l'utilisant, la France contrôle la souveraineté monétaire de 14 nations, totalisant près de 200 millions de personnes. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Et même si ces nations nous semblent indépendantes et ont un siège aux Nations Unies, ce n'est que la phase de l'impérialisme qui a changé. La conduite des affaires est largement restée la même. L'impérialisme de la France en Afrique, qui était autrefois propagé par les tanks, de nos jours se fait à travers les banques. N'importe qui peut créer de l'argent. La partie la plus compliquée est de la faire accepter par les autres. Avant la colonisation, de nombreuses sociétés africaines utilisaient des coquillages, les kauris, comme moyen d'échange. Ces coquillages étaient tellement largement utilisés qu'en 1800, quand les premiers colons sont arrivés, il y avait un taux de change officiel entre monnaie française et kauris. Mais au fur et à mesure que l'Empire français colonisait davantage l'Afrique, Paris cherchait à monopoliser les circuits de production et de commerce. Des impôts ont alors été exigés et des troupes armées étaient envoyées sur les marchés pour obliger les commerçants à accepter la monnaie française. À partir des années 1930, la France gérait totalement la quantité de monnaie en Afrique francophone. Avec ce nouveau pouvoir sont venus de nombreux avantages. Paris a eu accès à la main-d'œuvre africaine et aux matières premières à des prix inférieurs au marché, tandis que les biens finis étaient vendus à l'Afrique à des prix nettement supérieurs du marché. Le néocolonialisme français était si intrusif, si impitoyable, si unique, qu'il a mérité un nom qui lui est propre, la France-Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé. Paris a rejoint le système de Bretton Woods et par conséquent, le franc français a été totalement dévalué pour établir un taux de change fixe avec le dollar américain. Ces réformes se sont déroulées à un moment où l'Afrique était en totale décolonisation. Le franc qui ne valait alors plus rien n'a fait qu'attiser le feu. Pour conserver ses colonies africaines, la France a créé une nouvelle monnaie en 1945 appelée le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, et a forcé ses colonies à l'adopter. Le franc CFA, il était indexé sur le franc français avec un taux de 1,7 pour 1. Mais en 1948, ils ont finalement augmenté à 2. En surévaluant le franc CFA, Paris a maintenu son avantage économique tout en écrasant les entreprises africaines concurrentes en matière d'exportation. Dans une période de décolonisation mondiale, les formes de contrôle les plus efficaces sont celles qui sont invisibles. C'est pour ça qu'en 1958, après un référendum, la France a installé dans chacune de ses colonies des collaborateurs locaux afin qu'ils puissent se déclarer indépendants et calmer les contestations de leur peuple. Ces partenaires sont ainsi devenus les gardiens de l'empire néocolonial de la France et ont pu maintenir la zone franc et toutes les bases militaires françaises. Sauf que tout se passe pas comme prévu. La Guinée n'accepte pas, son dirigeant Sékou Touré ayant déclaré que son peuple préférait être pauvre dans la liberté que riche dans l'esclavage, rejette totalement le franc CFA, préférant créer sa propre monnaie. Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. La France estime qu'elle doit faire un exemple de la Guinée, supprime les pensions des anciens combattants de guerre, démantèle le réseau électrique, a ensuite tenté de bloquer son adhésion à l'ONU. La France du général de Gaulle est même allée jusqu'à provoquer une hyperinflation dans le pays en l'inondant de faux billets tout en finançant la résistance armée anti-gouvernementale avec des coups d'État en veux-tu en voilà. Je sais que ça semble complètement fou, mais le plan pour rayer Sékou Touré de la carte a finalement échoué, mais l'économie de la Guinée s'en est jamais complètement rétablie, même à l'heure actuelle. Mais la Guinée n'était pas le dernier pays, puisqu'on a le Togo qui a changé d'avis et qui a évoqué l'idée de se débarrasser du franc CFA, idée qui a été soutenue à 100% par son peuple. On se retrouve à Lomé le 12 janvier 1963, où Sylvanus Olympio est tranquillement chez lui à 23h, lorsqu'il voit un commando de 6 hommes armés jusqu'aux dents. Il arrive donc par chance à s'enfuir de chez lui parce qu'il comprend rapidement qu'ils sont pas là par hasard et qu'ils sont pas venus pour jouer aux cartes. Il arrive donc à s'enfuir jusqu'à l'ambassade des États-Unis, où il s'est réfugié durant toute la nuit, sauf que le lendemain, 7h15, Sylvanus Olympio est assassiné devant l'ambassade. Il vient juste de sortir de l'ambassade, il se prend 3 balles en plein dans le torse. Qui a tué Sylvanus Olympio ? Impossible d'avoir la moindre information concernant l'identité des commanditaires. La famille, qui demande pourtant toujours à l'heure actuelle d'avoir accès aux archives officielles de la France, reste cependant toujours inaccessible à ce jour.
Bizarre. La France comprend donc que pour éviter de nouvelles rébellions, elle doit absolument dissimuler l'impérialisme français. Le franc CFA est alors divisé en deux monnaies, couvrant l'Afrique centre et l'Afrique de l'Ouest. Et au milieu des années 1970, leurs banques centrales respectives, donc Afrique centre et Afrique de l'Ouest, sont alors africanisées et transférées à Yaoundé et à Dakar. Bien que ce soit des Africains locaux qui occupent des postes dans ces institutions, il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans la politique et la France a conservé son droit de veto sur les statuts de gouvernance des banques. Cela incluait l'obligation pour les États membres de déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français, plus 20% pour les passifs financiers, ce qui signifie que les États membres n'ont accès qu'à 30% de leur argent. De plus, chaque conversion de devises étrangères doit passer par le Trésor français. Cette politique fiscale fonctionne grâce à des comptes d'opérations spéciaux détenus au Trésor français. Lorsque les comptes sont créditeurs, les banques centrales africaines mettent effectivement leurs réserves de change à la disposition de la France. Mais lorsque les banques centrales sont débiteurs, elles sont obligées de payer des intérêts au Trésor français. En d'autres termes, les États membres du CFA payent la France pour garder leur argent. De plus, personne ne sait ce que fait la France avec cet argent. En gros, les États membres du franc CFA payent la France pour garder leur argent, qu'il soit créditeur ou débiteur. De plus, personne ne sait ce que fait la France avec cet argent. Il ne serait donc pas surprenant que la France réinvestisse les fonds africains pour son propre profit. Quoi qu'il en soit, le système du franc CFA semble être un moyen efficace pour la France de générer du profit et les entreprises françaises en bénéficient autant que le Trésor français. Plus précisément, la France n'a pas besoin de puiser dans ses réserves de change pour les importations africaines provenant de la zone CFA. Des dizaines de multinationales françaises sont ainsi présentes en Afrique, notamment Total Energy, Areva, Vinci. L'Afrique donne également à la France accès à des ressources stratégiques comme l'uranium, indispensable pour le secteur de l'énergie nucléaire français, qui couvre les 3/4 des besoins énergétiques de la France. Pendant ce temps, le Gabon fournit du pétrole brut, la Mauritanie du minerai de fer, l'Afrique centrale du diamant, tandis que le Togo et le Bénin fournissent des produits agricoles. De plus, petite cerise sur le gâteau, une société française, le groupe Bolloré, possède presque la totalité des grands ports d'Afrique de l'Ouest. Il n'est donc pas surprenant que l'ancien président français Jacques Chirac ait déclaré qu'une grande partie de l'argent dans les banques françaises vient précisément de l'exploitation de l'Afrique, et que la France perdrait son statut mondial sans son empire africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Pour préserver son hégémonie, la France est intervenue militairement sur le continent 40 fois depuis les années 60. En soutenant sous la table des pseudo-présidents ou créant des dictateurs corrompus, mais également en éliminant des figures grandissantes opposées à la France-Afrique. La configuration du système politique sur le franc CFA permet au profit d'être rapatrié facilement. Par exemple, entre 1970 et 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 40 milliards de dollars à cause de la fuite de capitaux. On parle de fuite de capitaux, donc comment et où ont-ils pu s'envoler 40 milliards de dollars ? Alors qu'ils auraient pu réduire la pauvreté de 10% par an si cet argent avait été réinvesti dans le pays. On a également la Guinée équatoriale et le Congo, qui sont des principaux producteurs de pétrole en Afrique, qui ont transféré à blanc l'équivalent de 43 et 30% de leur PIB respectifs entre 2000 et 2009. Des tendances similaires sont ainsi présentes au Gabon, au Cameroun. L'opulence au sommet génère la misère pour les pays. Bien que certains vantent la stabilité du franc CFA, le manque de souveraineté monétaire restreint l'autonomie des États membres du franc CFA. Par exemple, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est inférieur à 6% contre 29% au Ghana, pays voisin. Mais le taux de pauvreté extrême de ce dernier n'est que de 13% contre 30% pour les Ivoiriens. Les États membres du franc CFA accusent également un retard de croissance par rapport à d'autres États africains. Certains reculent même. Le PIB réel par habitant de la Côte d'Ivoire est un tiers inférieur à celui de 1978. En 2016, le Sénégal était au niveau de 1960. Pendant ce temps, le Cameroun, le Congo et le Gabon n'ont pas atteint leur pic respectif de 1986, 1984 et 1976. Cela signifie que ces pays n'ont eu que peu ou pas de croissance économique réelle depuis des décennies. Ces dernières années, les sociétés des États membres du franc CFA ont commencé à parler publiquement d'alternatives. C'est une tendance qui se développe de plus en plus. La proposition la plus faisable est de former un bloc monétaire régional détaché du contrôle français. Certains partisans de ce plan utiliseraient l'Union économique de l'Afrique de l'Ouest
comme point de départ. Cela réorienterait les États membres du franc CFA autour du Nigeria, qui représente plus des 2/3 du PIB régional. De plus, le Nigeria est exportateur net de pétrole, tandis que la plupart des États d'Afrique de l'Ouest sont importateurs face au pétrole. Il y a donc une synergie naturelle dans la région de la CEDEAO. Bien sûr, rien ne se fait si facilement. Et oui, rien n'est facile parce que la France n'a pas lâché et a cherché à faire tomber toutes ces tentatives à l'eau. Une loi à cet effet a été adoptée au Sénat français en janvier 2021. Elle visait à transformer le franc CFA d'Afrique de l'Ouest en éco, puis à abolir les comptes d'opération et à retirer le personnel français des banques centrales. Tout cela doit être achevé d'ici 2027, mais Paris conserverait toujours un contrôle effectif sur l'endroit où les réserves monétaires africaines seraient détenues, c'est-à-dire que les réserves seraient encore une fois en France. Il est donc évident de dire que la réforme française de l'éco n'est rien d'autre qu'une ruse pour encore une fois calmer tout le monde. En fin de compte, la meilleure solution serait peut-être que chaque État ait sa propre banque centrale, sa propre monnaie, fixée à une unité régionale commune à un taux ajustable. Cela donnerait une souveraineté monétaire à 14 nations, soit près de 200 millions de personnes, mais beaucoup craignent encore de se heurter à la France, et historiquement, ils ont de bonnes raisons. Donc toute tentative de se libérer de l'hégémonie et du néocolonialisme français nécessiterait un effort conjoint à travers toute la zone franc CFA. Surtout que les élites africaines, dorlotées, qui bénéficient grandement de ce système, devraient l'abandonner pour le remplacer par des législateurs prêts à entreprendre un chemin de développement autonome. Cela représente le plus grand obstacle pour ces pays et c'est quelque chose qui doit changer de l'intérieur pour pouvoir enfin devenir de véritables peuples libres.